Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration approfondie. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet qui, franchement, semble défier toute logique médicale de base. Salut Hello, oui, je suis ravi d'être là. Et effectivement, le sujet du jour est particulièrement contre-intuitif. Pour poser le décor, imaginez des marathoniens au sommet de leur forme. Ils développent une pression artérielle tellement extrême pendant l'effort qu'ils frôlent l'accident vasculaire. Et pour sauver leur cœur et abaisser cette pression, la solution clinique testée consiste, attention, accrochez-vous, à leur bloquer la circulation sanguine en plein effort. C'est vrai que, dit comme ça sonne presque comme une erreur médicale. Mais cette apparente contradiction, c'est précisément ce qui rend l'analyse documentaire d'aujourd'hui absolument incontournable. Exactement. Et pour être très rigoureuse sur nos sources, on s'appuie aujourd'hui sur une étude scientifique très pointue. C'est un article intitulé Blood Flow Restriction Training Reduces Hemodynamic Load and Improves Cardiovascular Biomarkers in Runners with Exercise-Induced Hypertension. Un titre un peu à rallonge, oui. Ouais, un peu long. Les travaux sont signés par Young-Ju Kim, Chonghua Park, Han-Soo Park et Yu-En Lim. Et pour ceux qui aiment les références précises, cette étude a été publiée dans le fameux Journal of Sport Science and Medicine en 2026 et dans le volume 25, des pages 371 à 380. Voilà, le cadre est posé. Bon, décortiquons cela. Parce que l'approche semble complètement folle au premier abord. Je te l'accorde. Mais nous sommes face à une démonstration clinique majeure. L'application d'un stress mécanique externe, qui a l'air presque brutal en apparence, force en fait une restructuration complète de la chimie sanguine et même de l'architecture vasculaire. C'est dingue. Mais avant même de parler de cette fameuse restriction sanguine, il faut qu'on comprenne le problème de base. La pathologie ciblée, c'est l'HAI, donc l'hypertension induite par l'exercice. C'est un peu le paradoxe du marathonien, non? On s'imagine toujours que courir des kilomètres, ça immunise contre les problèmes cardiaques. Bah oui, c'est le mythe classique du sportif intouchable. Mais la réalité physiologique des efforts de très longue durée, elle est bien plus sombre que ça. Ah ouais? Ouais. L'HAI, ce n'est pas du tout l'hypertension de repos, tu sais. Celle qui est silencieuse et chronique, c'est les personnes sédentaires. D'accord, c'est autre chose. Complètement. Là, il s'agit d'une flambée spectaculaire de la pression dans le système vasculaire, mais uniquement lors d'un effort intense. Les critères cliniques sont clairs. On parle d'HIE lorsque la pression artérielle systolique franchit le seuil des 210 mm de mercure. Waouh! 210? Voilà. Et ça, c'est mesuré lors d'un test d'effort progressif maximal. Mais 210 mm de mercure, c'est une contrainte mécanique dévastatrice pour les artères, hein. Surtout chez un marathonien qui va maintenir cet effort soutenu pendant des heures, pas juste quelques minutes. C'est exactement ça le problème. C'est un peu comme, tu sais, c'est comme conduire une voiture de sport en gardant le moteur constamment dans la zone rouge. À force, chaque battement de cœur devient un véritable coup de bélier contre l'endothélium, la paroi interne des artères. Superbe analogie. Et l'impact cumulatif de ces ondes de choc microscopiques, eh bien, il est sévère. Il faut savoir que la cohorte étudiée ici par les chercheurs, ce ne sont pas des novices. On prend le DOM de 40 à 65 ans, Des sportifs aguerris, donc. très aguerris. Ils ont tous complété au moins 10 marathons. Et chez ces profils-là, l'HAI entraîne un vrai remodelage pathologique. Du genre. Du genre une hypertrophie du ventricule gauche. Le cœur s'épaissit pour lutter contre la pression énorme. Il y a aussi l'apparition de micro-lésions qui vont favoriser les plaques coronaires et une rigidité artérielle bien plus marquée. C'est terrifiant. Oui, et le risque ultime, qui est très souvent occulté dans le monde de l'endurance, c'est carrément la mort subite par arythmie en pleine course. Ok, donc le tableau est très grave. Mais, et là, il y a un problème de logique flagrant qui me saute aux yeux. Puisque le cœur de ces coureurs frôle déjà la rupture mécanique à cause d'une trop forte résistance vasculaire, n'est-il pas super dangereux d'ajouter une contrainte physique supplémentaire? C'est la réaction normale que tout le monde a. Bah oui, ajouter des brassards de restriction sanguine sur les jambes pendant qu'ils courent, c'est comme pincer un tuyau d'arrosage qui est déjà sous haute pression. On augmente artificiellement la résistance, donc la pression devrait s'accumuler en amont et provoquer un accident vasculaire, non? Ce qui est fascinant ici, c'est que la physiologie vasculaire, ça ne réagit pas comme une simple plomberie. D'accord. L'approche traditionnelle, en médecine, ça consisterait effectivement à bloquer cette pression chimiquement. On ciblerait le système rénine-angiotensine avec des médicaments, des antihypertenseurs. La pilule classique, quoi. Exactement. Mais l'intervention testée ici, elle n'est pas pharmacologique,
elle est purement biomécanique. Elle exploite un mécanisme totalement différent qu'on appelle l'ischémie-reperfusion contrôlée. Ischémie-reperfusion. Ouais, l'objectif, ce n'est pas d'augmenter la charge sur tout le système, mais de créer une crise métabolique locale, très brève, pour en fait déclencher une adaptation globale de l'organisme. D'accord, je vois l'idée. Plongeons un peu dans le protocole expérimental justement pour voir comment cette fameuse crise est gérée. Les chercheurs, ils ont divisé leurs 28 coureurs en 2 groupes. Tout à fait. 16 d'entre eux ont suivi l'entraînement avec le fameux protocole BFR, donc la restriction du flux sanguin, et 12 autres ont servi de groupe de contrôle. Les sessions de BFR duraient, et c'est ça qui est fou, seulement 20 minutes, 2 fois par semaine, sur un tapis roulant. C'est très court. Très court. Et ils utilisaient des brassards pneumatiques spéciaux, les Kaetsu C3, qu'ils plaçaient sur le haut des cuisses. Comment ils ont fait pour pas que ça soit dangereux? Eh bien, la calibration de la pression de ces brassards, c'est la clé de voûte de la sécurité du protocole. Les chercheurs ne sont pas partis à fond dès le début. Heureusement. Les 2 premières semaines, c'était de l'acclimatation. Les coureurs s'entraînaient à 50% de leur fréquence cardiaque de réserve. C'est plutôt doux, oui. Et avec des cycles d'occlusion intermittents, c'est-à-dire 30 secondes de compression entre 150 et 220 mm de mercure, suivi de 5 secondes de relâchement. Un genre de pompage. Voilà. Mais dès la 3e semaine, le protocole devient beaucoup plus agressif. L'intensité de course monte à 60% de la fréquence cardiaque et surtout, la pression passe à 250 mm de mercure en occlusion constante. C'est là que ça devient vraiment intéressant. 250 mm de pression constante pendant 15 minutes ininterrompues. Sur un muscle en plein effort, ça bloque inévitablement une énorme partie du retour veineux et ça limite carrément l'apport artériel. Absolument. Comment les chercheurs ont-ils assuré la sécurité? La surveillance devait être millimétrée pour éviter une nécrose tissulaire des jambes, non? Oh que oui, la perfusion tissulaire était monitorée en temps réel. Le test clinique était simple, mais vital. On appliquait une pression sur la peau de la cuisse, juste au-dessus du genou, et à la relâche, la recoloration capillaire, tu sais, le moment où la peau redevient rose. Oui, quand on appuie sur son doigt et que le sang revient. C'est ça. Eh bien, cette recoloration devait s'effectuer en moins de 3 secondes. D'accord. Si ça prenait plus de 3 secondes, ça indiquait une ischémie beaucoup trop sévère. Et là, ça nécessitait une déflation immédiate du brassard. C'était la sécurité. Oui, cette petite marge de manœuvre, elle garantit qu'il s'agit bien d'une restriction, et non d'un garrot total. Le sang artériel continue de s'infiltrer, mais de manière très lente. Par contre, les métabolites, comme les ions hydrogène et l'acide lactique, eux, ils se retrouvent complètement piégés dans la jambe. Ah, d'accord. Et c'est ça le fameux stress métabolique local. En gros, les muscles des jambes crient à l'aide parce qu'ils baignent dans l'acide lactique et qu'ils manquent d'oxygène. C'est exactement l'idée. Et ça doit envoyer des signaux d'alarme massifs au système nerveux central. Le corps perçoit un effort d'une intensité titanesque de survie, alors que le coureur n'est physiquement qu'à 60% de sa fréquence cardiaque maximale. Tu as tout compris. Le muscle cardiaque n'est donc pas du tout soumis au stress mécanique de, disons, 180 battements par minute comme lors d'un sprint à fond. Mais le système vasculaire tout entier, lui, reçoit l'ordre de s'adapter à une charge qui est perçue par le cerveau comme extrême. C'est l'essence même de ce qu'on appelle le préconditionnement ischémique. Eh bien, les résultats macroscopiques qui sont rapportés après ces 8 semaines valident totalement cette petite ruse physiologique. La baisse de la pression systolique maximale chez le groupe avec restriction, le groupe BFR, elle est juste frappante. Elle est énorme, oui. De 223,8 mm de mercure en moyenne avant l'étude, elle s'effondre à 182,2 mm de mercure. Il y a aussi le fameux produit fréquence-pression, le RPP. Ça, c'est le paramètre qui quantifie la charge de travail du myocarde. Et il a également chuté. Le cœur pompe beaucoup plus facilement. Il a aussi amélioré sa VO2 max au passage. Et c'est super impressionnant au niveau global. Mais la véritable prouesse de cet article, elle se cache un peu plus bas. Elle réside dans l'analyse moléculaire. Oui, parce que la grande question, c'est comment le corps est-il passé d'une privation locale d'oxygène dans les jambes à une baisse de tension artérielle de 40 points au niveau du cœur? Pour comprendre, il faut regarder l'évolution de 4 biomarqueurs sanguins majeurs que les auteurs ont mesurés avec une précision clinique. D'accord, on t'écoute. Le premier, c'est l'endothéline 1, ou l'ET1. En physiologie vasculaire, l'ET1 est reconnu comme l'un des peptides vasoconstructeurs les plus puissants du corps. Un vasoconstricteur, donc il contracte et resserre les vaisseaux sanguins. C'est ça. Mais au-delà de sa capacité à contracter les vaisseaux, il a un côté très sombre. Il stimule la prolifération anarchique des cellules musculaires lisses de la paroi artérielle
Et surtout, il orchestre l'inflammation systémique. Ah, le mauvais élève. Totalement. Et les données de l'étude montrent un effondrement très significatif des niveaux de T1 dans le sang du groupe BFR. Ok. Donc, cette chute de l'ET1 libère mécaniquement les vaisseaux de leur état de contraction perpétuelle. Mais tu as dit que ce peptide est aussi un déclencheur en amont de l'inflammation. Ce qui nous amène logiquement au deuxième biomarqueur de l'étude, la HSCRP. C'est un indicateur d'inflammation très connu, non? Très bien vu. La liaison entre ces deux marqueurs est fondamentale pour comprendre ce qui se passe. Le IT1, en fait, active une voie de signalisation qui s'appelle NF-κB. C'est une protéine complexe qui contrôle la transcription de l'ADN et l'inflammation. Je vois. Cette voie stimule ensuite la production d'une autre molécule, l'interleukine 6, qui à son tour ordonne au foie de synthétiser la HSCRP. Et la réduction très nette de la HSCRP observée chez nos coureurs confirme quelque chose de crucial. Quoi donc? Que le protocole de restriction n'a pas seulement relâché la tension musculaire autour des artères, il a carrément éteint le feu inflammatoire systémique qui rongeait l'endothélium de ces athlètes. Magnifique. Moins d'inflammation, moins de constriction. Le terrain est enfin préparé pour que le muscle cardiaque puisse souffler et récupérer. Et j'imagine que c'est là qu'intervient le troisième biomarqueur, le NT-proBNP. C'est la jauge directe pour le stress subi par la paroi du cœur, c'est bien ça, hein? Tout à fait. Le NT-proBNP, c'est un marqueur clé. Il est sécrété par les ventricules en réponse directe à un étirement excessif. Quand le cœur force trop, il en relâche. Ouais. Les courses d'ultra-endurance font généralement exploser ces niveaux, ce qui traduit une vraie souffrance du myocarde. Mais dans cette cohorte d'hypertendus, après seulement 8 semaines d'intervention, la concentration de ce peptide est passée de 32,3 à 24,0 picogrammes par millilitre. Une sacrée baisse donc. Donc cette baisse, elle prouve au niveau cellulaire que le cœur travaille avec beaucoup moins d'efforts. Il ne force plus contre un mur de résistance vasculaire. Le remodelage a fonctionné. C'est ça, la preuve est là. Jusqu'ici, l'équation, elle est parfaite. La logique est limpide. Mais c'est avec le quatrième biomarqueur que les résultats deviennent, super contre-intuitifs, presque perturbants même. Ah, tu veux parler de l'oxyde nitrique? Exactement. Le fameux MNO. Les chercheurs l'ont mesuré, et en cardiologie, c'est un peu la molécule reine de la vasodilatation. Toute baisse massive de tension artérielle, normalement, est associée à une explosion de la production de NO dans le sang. C'est le dogme habituel, oui. Pourtant, les tableaux de l'étude sont formels. Aucun changement significatif des niveaux d'oxyde nitrique n'a été détecté entre le début et la fin des 8 semaines. Alors, que signifie tout cela? Si le NO n'augmente pas, comment les vaisseaux peuvent-ils mieux se dilater? C'est vrai que c'est l'anomalie de cette étude. Mais c'est l'anomalie qui nous force à repenser tout le mécanisme d'adaptation. C'est-à-dire? Si l'on relie cela à la situation dans son ensemble, la communauté scientifique attribue très souvent l'amélioration de la fonction endothéliale à une biodisponibilité accrue du NO. Mais les auteurs démontrent ici que l'adaptation vasculaire peut s'opérer de manière totalement indépendante des niveaux de base de l'oxyde nitrique. Mais par quel miracle physique alors Le rapport mentionne des mots assez barbares comme la mécanotransduction et le shear stress, la force de cisaillement. Oui. C'est la clé de l'énigme. Pendant ces séances de BFR, on bloque le flux avec le brassard. Et d'un coup, on relâche la pression. Qu'est-ce qui se passe? Ça crée une vague massive de sang qui vient frapper violemment les parois artérielles. Ah, la fameuse force de cisaillement. Voilà. Ce frottement physique extrême, ce shear stress, c'est le véritable déclencheur. Les cellules de l'endothélium possèdent des petits mécanorécepteurs. Elles vont littéralement sentir ce frottement physique répété. D'accord. Et au lieu de simplement sécréter une molécule comme le NO pour dilater le vaisseau temporairement, ce stress mécanique force l'artère à se restructurer physiquement. La mécanotransduction déclenche l'apoptose, la mort programmée des cellules musculaires lisses mal adaptées, et ça favorise une réorganisation du réseau d'élastine. C'est une restructuration de l'élasticité artérielle. Waouh! Pour essayer d'imager ce processus complexe pour ceux qui nous écoutent, c'est un peu comme observer la différence entre l'ouverture d'un barrage et l'érosion géologique d'un canyon. J'aime beaucoup cette métaphore. C'est ça, non? L'oxyde nitrique, c'est l'ouverture d'un barrage. L'eau passe rapidement parce qu'on a juste tourné une valve chimique. C'est temporaire. Mais le shear stress, généré par la restriction sanguine, c'est une rivière tumultueuse qui, à force de frotter contre la roche,
creuse physiquement un canyon beaucoup plus large. L'artère ne fait pas que se relâcher, elle modifie son architecture physique pour devenir intrinsèquement plus vaste et plus souple. C'est exactement ça. La métaphore du canyon est parfaite. L'artère acquiert une capacité purement structurelle à absorber de grands volumes de sang à haute pression sans se rigidifier. C'est ce qui explique cette baisse pérenne de la tension sang, avoir besoin d'une perfusion chimique constante de NO. Le vaisseau est littéralement reconstruit par le stress physique. C'est fascinant. Cette analyse repousse vraiment les frontières de la réhabilitation cardiaque, voire de la médecine sportive. Mais bon, il faut être honnête, l'étude prend soin de souligner ses propres limites méthodologiques. Oui, toute bonne recherche a ses limites. Par exemple, la taille de l'échantillon. 28 participants, ça offre une base solide, mais ça reste restreint pour en faire une loi universelle. De plus, il y a la question des pressions. Ils ont utilisé des pressions absolues fixées de manière rigide à 250 mm de mercure pour tous les coureurs. Or, les standards cliniques émergents privilégient aujourd'hui une pression d'occlusion artérielle individualisée, calculée spécifiquement selon la morphologie de chaque patient. Bien sûr, ces limites sont très classiques dans ce genre d'études cliniques exploratoires. Néanmoins, l'intégrité et la puissance des résultats demeurent. Oui, les chiffres sont là. Prouver que seulement 40 minutes hebdomadaires de restriction sanguine ciblée, donc 2 fois 20 minutes, suffisent à inverser la trajectoire d'une hypertension induite par l'exercice. C'est dingue. À éteindre l'inflammation, mesurée par la HCRP, et à réduire drastiquement l'étirement du myocarde, ça constitue une avancée majeure pour la physiologie de l'effort. Totalement. Le constat médical est bluffant, mais je trouve que l'implication presque philosophique sur notre propre biologie l'est tout autant. L'organisme humain possède des cascades d'auto-réparation d'une puissance inouïe. On a la capacité de restructurer notre réseau vasculaire de l'intérieur. Oui, notre corps est une machine incroyable. Pourtant, ces mécanismes de survie, ces voies de mécanotransduction, ils semblent exiger un signal d'alarme intense pour s'activer. Une ischémie locale, une privation momentanée et brutale. Et ça m'amène à une réflexion ouverte pour terminer. Si la santé optimale de ces athlètes nécessite paradoxalement l'introduction d'un stress physiologique externe et extrême, quelles autres capacités de régénération ou de longévité demeurent en sommeil dans des organismes comme les nôtres, souvent habitués au confort absolu? C'est une excellente question. Le maintien de notre santé passe manifestement par des perturbations savamment orchestrées. Finalement, tout le défi réside dans le dosage de cette perturbation. Absolument. En tout cas, afin de saisir pleinement la rigueur de ces données et la subtilité des biomarqueurs, on vous incite fortement, si vous vous intéressez à la physiologie ou à la course à pied, à aller lire l'article original de l'équipe de Kim. Vous pourrez plonger dans les tableaux de données et la méthodologie clinique. Je recommande aussi vivement cette lecture. Et bien sûr, on rappelle chaleureusement à tous ceux qui nous écoutent de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications, la petite cloche, pour être sûr de ne manquer aucune de nos futures explorations approfondies du monde scientifique. La physiologie recèle encore d'innombrables mécanismes paradoxaux à décrypter. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt